Je me présente, Jeanne Receveur, présidente du CVS de la résidence Santi. CVS qui veut dire Conseil de la vie sociale, lieu d'expression et de participation dans les établissements. Je me présente, je m'appelle Martina Hénou, je suis présidente au Foyer des Tournesols, je suis déléguée du Conseil à la vie sociale. La DAPI 69 a été créée par des parents à Lyon il y a 75 ans. L'une des missions de la DAPI 69 est de défendre les droits des personnes en situation de handicap. La DAPI 69 veut aider toutes ces personnes à vivre une vie normale comme tout le monde. Nous sommes des citoyens comme les autres. Récemment, je suis allée à Bruxelles avec d'autres personnes de la DAPI. Nous sommes allés à Bruxelles pour plusieurs raisons. Comprendre à quoi sert l'Europe et le rôle d'un député européen. Faire connaître notre quotidien et nos besoins. Et Martine, est-ce que tu peux expliquer au public pourquoi c'était important pour toi Martine, d'aller à Bruxelles? Oui, ça a été un rêve d'enfance que je rêvais depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de mes 9 ans à peu près. Et j'ai toujours voulu visiter Bruxelles et l'Europe. Et cela m'a permis de le réaliser. Quel message tu voulais faire passer? Ce message m'a permis de comprendre pour le handicap qu'on pouvait se débrouiller sans éducateur et sans parents. Nous voulons voter pour les élections européennes en juin 2024. Nous avons le droit de vote. Oui, mais ce n'est pas facile de voter. Tout le monde ne sait pas lire. Tout le monde ne peut pas parler. Les personnes peuvent aussi avoir des problèmes de compréhension. Bonjour Sébastien, j'ai besoin de ton aide. Je souhaite voter pour la première fois aux prochaines élections, mais c'est trop dur. Trop de candidats, trop d'informations. Des programmes difficiles à comprendre. Toi, il paraît que tu es super doué pour voter. Ah oui, j'ai déjà voté une dizaine de fois. Mon père m'explique à chaque élection. Et tu as raison, c'est pas facile. C'est bien que tu t'intéresses à la politique. Pourquoi c'est important pour toi? Ce qui est important pour moi, c'est que, première chose, c'est que les hommes politiques font des promesses, ils doivent les tenir. Pour personnes en situation de handicap, parce que les personnes en situation de handicap, c'est des citoyens comme tout le monde, comme nous tous. Ils ont le droit de voter. Et on est là, et ce soir, on est ici pour eux, pour les soutenir. Et ça serait bien qu'il y aurait plus de structures, comme la résidence plurielle, Santi, ou etc. Mais les personnes en situation de handicap ont besoin de nous, ont besoin de nous tous pour les soutenir et pour les aider. Et ce soir, on est là pour eux. Waouh, tu as l'air très motivé. Reviens demain, je vais réfléchir comment je vais pouvoir t'aider. Super, merci. À demain. Salut. À demain. Alors, tu es prête pour ta première leçon? Oui. Donc, l'objectif principal, c'est de choisir ton candidat et il suffit de lire les programmes. Ah, ça, c'est facile.
Je peux lire sans problème. Parfois, alors, parfait. Alors, regarde, j'ai imprimé tous les programmes qui peuvent être peut-être plus faciles à lire ou pas. Oui, j'ai compris. Oula, pas si facile en fait. Bon écoute, je repasserai demain. J'ai un autre rendez-vous, j'avais oublié. Salut! Bonjour Coralie. Bonne nouvelle, j'ai contacté un expert pour nous aider à déchiffrer les programmes, il va arriver. Super idée, ça va être facile comme ça. Bonjour à tous les deux. Alors, pourquoi vous m'avez appelé? Ah oui, Il faut que je vous explique le programme. Donnez-moi le programme, s'il vous plaît. oui, d'accord, je vais le dire. Bonjour Monsieur Blanchin, vous êtes élu au handicap à la ville de Tassin. Pouvez-nous lire ce programme et nous expliquer, s'il vous plaît? Bien sûr. Wow. Attendez, c'est combien? Je comprends rien. C'est écrit dans quelle langue? En slovaque. Ah ben, je peux pas vous aider. Ah, je peux absolument pas vous aider. Ah, mince alors. Alors, ça vaut rien. Ça vaut rien. Si on ne peut pas comprendre, il faut donner des explications ou alors se méfier de ce candidat. Hein, se méfier de candidat. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais là, je ne peux pas vous aider. Je suis un expert, il paraît, mais alors. C'est vrai, pas du tout. Hein. Voilà. Oula, mais c'est pas si facile ça non plus. Je ne dois pas être la seule à galérer, à choisir mon candidat. Écoutez, merci pour votre aide, mais je repasserai demain. Je viens de me souvenir que j'ai des courses à faire avant la fermeture des magasins. Salut! Surtout, ne pas voter pour la tête d'un candidat. C'est pas parce qu'il est beau qu'il est bon. Tout à fait, monsieur Blanchin. Voilà. Merci beaucoup. Éducateur du SABS de pluriel de venir nous expliquer un peu mieux les différents bords politiques. Bonne idée, ça va être facile avec Boris comme ça. Bonjour à tous les deux. Salut, Brice. Alors, pour bien choisir son candidat, il faut d'abord savoir de quel bord il est. Pour ça, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour vous expliquer. Alors, là, vous avez candidat de gauche. De gauche aussi. Gauche puis droite. Centre droit. Un peu à gauche aussi, mais pas si sûr. Gauche, puis droite, puis centre-gauche. Celui-là a bougé. Centre. Oula! Je fais pas de dame. Je suis hors plus. D'accord. Merci Boris. Oula, mais c'est pas si facile ça non plus. C'est pas comme ça qu'on va y arriver, Sébastien. Non. Ah, mais je viens de me souvenir que j'avais un cours de boxe à la résidence. Je dois y aller, on se voit demain, salut! Bon, je me rends compte que c'est pas si facile de se retrouver dans le programme et de choisir les candidats. Du coup, j'ai demandé à Arnaud les bons tuyaux à venir. Il paraît qu'il a une méthode de tonnerre de Brest. Ah oui, super! Écoutez, ça va être facile avec lui. Bonjour Arnaud les bons tuyaux. Tu vas pouvoir nous aider, s'il
C'est quoi ton secret pour choisir ton candidat? Ah oui, j'avais une idée de génie. Attendez, laissez-moi me souvenir. Ah oui, bien sûr, je me souviens. Eh bien, c'est très facile. Je vais demander à notre directrice Jessica Voyer. Et je vais voter pour le même candidat qu'elle. Elle a toujours raison. Alors là, Sébastien, tu avais raison. Trop facile, les gars! Bravo! C'est un grand jour. Sylvie va voter pour la première fois. Elle est autorisée à venir avec un accompagnant. Elle a donc décidé de venir avec son ami Ross, qui habite lui aussi au foyer de vie. Tout devrait bien se passer, car Sylvie s'est préparée pour cette grande première. Et surtout, Sylvie et Ross sont très futés. Ils ont toujours de bonnes idées pour se simplifier la vie quand c'est nécessaire. Michel, en charge de l'accueil du public et du respect des règles dans le bureau de vote, va avoir quelques surprises et risque d'être un peu perdu sur certaines règles. Cher public, vous allez pouvoir donner votre avis. Lorsque vous entendrez le sifflet de Michel, vous lèverez vos cartons. Rouge, si vous pensez comme Michel que Sylvie et Ross dépassent les limites autorisées. Ou vert, si vous êtes d'accord avec Sylvie et Ross. C'est parti. Sylvie attend ce jour depuis plusieurs semaines. Lorsqu'elle arrive enfin au bureau de vote, accompagnée de Ross, elle est très contente et très fière d'aller voter pour la première fois. Et Sylvie va nous montrer qu'elle est très contente et très fière d'aller voter pour la première fois. Mais quand elle arrive, elle est quand même un peu stressée. Au foyer, elle a répété plusieurs fois les différentes étapes. Pour l'aider, Ross propose alors de faire comme au foyer. Il suffit de numéroter chaque étape. Ça tombe bien, ils ont tout prévu. J'ai tout prévu. Ross sort de son grand sac un panneau numéroté. Ensemble, ils commencent donc à accrocher le numéro 1 au-dessus de la table des bulletins. C'est pourtant si simple. Mais Michel dégaine son sifflet. Cher public, est-ce que, comme Michel, vous pensez qu'il est interdit de numéroter les étapes du vote? À vos votes. Alors, est-ce qu'il est interdit de numéroter les étapes du vote? Non, c'est pas interdit. Est-ce que les étapes pourraient être numérotées dans un bureau de vote? Alors, vert autorisé, rouge interdit. Ah, il y a quelques rouges. Alors, je vais vous en dire plus. Selon l'article L62.2 du Code électoral, les bureaux de vote et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique. Donc on a souvent en tête le cas des personnes avec un handicap physique, en fauteuil ou malvoyante, avec la possibilité d'avoir par exemple des urnes à la bonne hauteur. Mais des mesures complémentaires peuvent aussi être prises pour faciliter l'accueil et l'orientation des personnes avec un handicap mental qui, pour beaucoup, peuvent rencontrer des difficultés de compréhension de repérage. Par exemple, une signalétique claire avec des pictogrammes ou des numéros. Ou encore nommer une personne référente en charge de l'accueil ou de l'orientation. Et on imagine facilement que ces mesures peuvent bénéficier au plus grand nombre, des personnes âgées par exemple. Évidemment, Sylvie et Ross vont trop loin en prenant l'initiative d'apposer leur propre panneau de signalétique eux-mêmes. Mais l'idée n'était pas mauvaise. Michel va donc présenter l'organisation du bureau de vote à Sylvie et Ross. Il désigne dans l'ordre les 4 étapes. Étape 1, prendre des bulletins et une enveloppe.
Étape 2, aller dans l'isoloir pour mettre son bulletin dans l'enveloppe. Sans casser l'isoloir. Étape 3, se rediriger vers la table où se situe l'urne, vous pouvez les suivre, montrer sa carte d'identité et mettre le bulletin dans l'urne et signer le registre. Sylvie, merci pour la démonstration. Sylvie est donc prête et se prépare à choisir plusieurs bulletins et une enveloppe. Mais elle se tourne vers Ross. Elle est étonnée car il n'y a pas les photos des candidats comme au foyer quand ils se sont entraînés. Et Ross, encore une fois, a tout prévu. Il sort de son grand sac de support avec les photos des candidats. Et avec Sylvie, il les place sur la table des bulletins. À nouveau, Michel ne semble pas d'accord et sort son sifflet. Alors, cher public, est-ce que, comme Michel, vous pensez qu'il est interdit de prévoir des supports avec la photo des candidats? Vert si vous pensez qu'on peut mettre les photos des candidats dans les bureaux de vote. Rouge si vous pensez qu'on ne peut pas mettre les photos des candidats dans les bureaux de vote. Donc là, il y a beaucoup plus de rouge que de vert, donc vous êtes une grande majorité à penser qu'on n'a pas le droit d'avoir de photos des candidats dans les bureaux de vote. Et pourtant, selon l'article D61 du Code électoral, qui précise que le président du bureau de vote se doit de prendre toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes en situation de handicap, ça pourrait faire partie des mesures. Les autres mesures pourraient être des bulletins lisibles, avec une police d'écriture en gros caractères et aux couleurs contrastées, et pourquoi pas des bulletins en couleurs différenciées. Concernant les photos, le cas s'est déjà présenté, et cette démarche a été déclarée comme légale et autorisée par un arrêt du Conseil d'État en 2004 et du Conseil constitutionnel en 2007. Certaines mairies l'ont déjà fait pour venir en aide aux personnes illettrées, par exemple. Évidemment, encore une fois, Sylvie et Ross n'ont pas le droit d'apporter eux-mêmes des photos des candidats, mais l'idée n'était pas mauvaise. Et on peut donc apposer des photos des candidats pour accompagner. Question, il faut que tous les candidats soient représentés en photo. Ben oui. Parce que c'est pas il faut leur photo. Oui, évidemment, et il faut que ce soit une photo qui ne mette pas en péril l'image du candidat. C'est autorisé, mais c'est plutôt mal vu en fait. C'est pas interdit du tout. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en application dans vos communes. Mais passons à l'étape suivante. Il est donc temps pour Sylvie de prendre le bulletin du candidat qu'elle a choisi. Sylvie est face au bulletin de vote, et elle hésite quand même entre les candidats. Et oui, comme beaucoup de personnes, elle n'a pas toujours une bonne mémoire des noms. Mais pas de panique, comme toujours, Sylvie et Ross ont tout prévu. Est-ce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont prévu pour retrouver le nom de leur candidat? Ils vont enlever leur veste. Sylvie va trop vite. Sylvie ne se rappelle plus. Ils ont prévu une autre astuce. Ils sont carrément venus avec la photo de leur candidat sur leur compte. Mais cette fois-ci, Michel est sur ses coups et il ressort son sifflet. Cher public, est-ce que comme Michel, vous pensez qu'il est interdit d'afficher son candidat favori de cette manière pour s'en rappeler? À vos votes. On a le droit ou pas d'afficher son candidat préféré pour se souvenir de son candidat. Rouge si vous pensez que c'est interdit. Hein, on a 3 verts, 4 verts. Alors il n'existe pas de limite à la liberté vestimentaire des électeurs dans le respect habituel des bonnes mœurs, mais le code électoral stipule que le scrutin est secret, effectivement. Pour garantir ce secret du scrutin, dans la pratique et dans la jurisprudence, il n'est pas autorisé de porter un vêtement ou un signe distinctif qui pourrait montrer un soutien à tel ou tel candidat. Donc Sylvie et Ross, désolé, il va falloir trouver une autre astuce la prochaine fois. Mais passons à la prochaine étape. Sylvie maintenant est prête pour l'étape numéro 2, l'isoloir. Elle prend une enveloppe et ses bulletins. Et c'est tout naturellement qu'elle rentre dans l'isoloir, accompagnée de Ross.
Michel frotte ses yeux, pensant avoir une hallucination. Ces deux-là n'en font qu'à leur tête. Cette fois-ci, c'en est trop. Michel ressort son sifflet. Cher public, est-ce que, comme Michel, vous pensez qu'il est interdit de rentrer dans l'isoloir à deux? Autorisé, vert. Interdit, rouge. C'est assez intéressant parce qu'on a une petite majorité de vert et beaucoup de rouge. Et beaucoup de personnes accompagnées dans nos établissements ne savent pas qu'on peut rentrer, que vous pouvez aller avec quelqu'un dans l'isoloir. C'est l'article L64 du Code électoral qui prévoit qu'une personne majeure sous protection juridique, si elle n'est pas en mesure de mettre le bulletin dans l'enveloppe, peut se faire assister par l'électeur de son choix, sauf son mandataire judiciaire, son curateur ou son tuteur, ou des personnes participant à leur prise en charge dans les établissements sociaux, médico-sociaux qui les accompagnent. La personne que l'électeur en situation de handicap choisit pour l'assister ne doit pas nécessairement être inscrit dans le même bureau de vote, ni même dans la même commune. Et dans le cas présent, Ross est donc autorisée à rentrer dans l'isoloir avec Sylvie pour l'aider si elle a besoin de mettre son bulletin dans l'enveloppe. Et ça va même plus loin, toute personne avec un handicap mental susceptible d'être perturbée par l'acte de voter dans un bureau de vote peut préparer son bulletin de vote à la maison et l'amener tout près dans l'enveloppe pour le mettre dans l'urne. Tous deux sont sortis de l'isoloir et le grand moment est enfin arrivé. Sylvie va voter pour la première fois. Il se dirige donc vers les assesseurs, assesseuses. Sylvie présente sa carte d'identité. Puis, très fière, elle va glisser le bulletin dans l'urne. Bravo, ne reste plus qu'à signer le registre. Je vais l'applaudir. Mais Sylvie n'étant pas en capacité de signer, Ross a pris le stylo et s'apprête à signer à sa place. Et voilà Michel qui sort à nouveau son sifflet. Cher public, est-ce que comme Michel, vous pensez que Ross ne peut pas signer à la place de Sylvie qui a des difficultés d'écriture? Rouge, interdit. Vert, autorisé. Vert, autorisé. C'est bien, c'est à nouveau moitié vert, moitié rouge, donc ça veut dire qu'on va quand même apprendre pas mal de choses ce soir. Même article du Code électoral que dans la situation précédente. Tout électeur atteint d'un handicap qui le met dans l'impossibilité de glisser son bulletin dans l'urne ou d'apporter sa signature sur la liste d'émargement peut se faire assister. La personne qui l'accompagne doit alors signer le registre et inscrire la mention « L'électeur ne peut pas signer lui-même ». Ross était donc tout à fait autorisé à signer pour Sylvie, qui n'était pas en mesure de le faire pour des questions de motricité, par exemple. Enfin, Sylvie a voté pour la première fois. Grâce à l'aide de Ross, voulut l'accompagner. Avant de repartir, Sylvie veut immortaliser ce grand moment qui mérite quand même bien un petit selfie. Ross sort son téléphone portable et s'apprête à faire un selfie avec Sylvie. Didier intervient. Michel, pardon. C'est bon d'emprunt. Cher public, dernière question. Pour le clin d'œil, est-ce que, comme Michel, vous pensez que Ross et Sylvie n'ont pas le droit de faire un selfie dans le bureau de vote? Rouge, si vous pensez que les selfies sont interdits. Vert, si vous pensez qu'ils sont autorisés. Beaucoup de rouge. Et un petit peu de vert. Bon, alors évidemment, aucune disposition particulière n'est prévue pour les personnes en situation de handicap qui les autoriserait, plus que les autres, à prendre des photos au sein du bureau de vote. Mais a priori, même si ce n'est pas recommandé, rien n'interdit de faire un selfie dans le bureau de vote de manière générale. Tant que le secret du vote n'est pas enfreint, et que cela ne perturbe pas la solennité du vote. Bon, pour ce qui est de la solennité du vote, aujourd'hui, c'est un peu raté. Mais on peut tout de même remercier Joël, Patrick et Didier, alias Sylvie,